Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler d'un secteur qui suscite à la fois espoir, passion, mais aussi déception, le secteur des mines. L'exploitation minière devrait apporter le bien-être aux Burkinabés, apporter le développement tout court à notre pays, le Burkina Faso. Mais qu'en est-il? Quelle contribution des mines au développement, surtout local? C'est la question qui nous réunit sur ce plateau avec la collaboration de la Chambre des mines du Burkina. Nous avons des acteurs avisés qui nous accompagnent sur ce plateau. Avec moi, le maire de la commune de Gorom-Gorom, Ibrahim Ag Attahir, élu local. Monsieur le maire, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également, monsieur Ousmane Boli, il est expert en développement local, il est consultant et député maire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sur ce plateau également, le docteur Ditil Moussa Palinfo, qui représente les sociétés minières. Il est membre du conseil d'administration de la Chambre des mines et directeur pays de la mine de Nantou. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, M. Guébré. Avec nous également sur ce plateau, M. Moussa Traoré. Il est de la direction générale de l'aménagement du territoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et pour terminer, M. Emmanuel Yameogo du ministère en charge des mines. Il est le secrétaire permanent de la Commission nationale des mines. Monsieur très introduit sur ces questions minières. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Et voilà. Voici donc pour le décor planté. On va d'abord faire un état des lieux et on reste avec vous, M. Emmanuel Yameogo. Que dire du secteur minier aujourd'hui en termes de potentiel, le nombre de mines, les ressources générées, succinctement? Merci bien, M. Guébré. Il faut dire que le secteur des mines, aujourd'hui, on peut dire qu'il est en plein essor au Burkina Faso, avec des potentialités effectivement énormes, avec une production en 2020 de 60,75 tonnes d'or, 166 000 tonnes de zinc concentrées, bien sûr, et que des recettes au budget de l'État de 322 milliards de francs CFA en 2020. 322 milliards en 2020. Ça, environ 15% de notre budget déjà, en recettes internes directes. Alors, il y a également plus de 10 000 emplois directs créés par ce secteur-là. Il y a pas mal de consommation intermédiaire au niveau national qu'on appelle généralement le contenu local, que pour le moment à un niveau un peu plus faible, mais travaillons déjà à élever ce niveau-là. Il y a également la formation justement des jeunes burkinabés dans le secteur des mines pour avoir une expertise nationale. Voilà un peu ramasser l'état des lieux du secteur des mines. Sans compter qu'avec le code minier de 2015, c'est aussi un ensemble de fonds aujourd'hui qui viennent emporter un plus. Oui, il y en a quatre fonds. Il y a le fonds minier de développement local, contribué par les compagnies minières et les sociétés de carrière d'une part, 1% de leur chiffre d'affaires hors taxes. La contribution de l'État sur les royalties collectées à hauteur de 20%, ça c'est pour ce fonds-là. Il y a ensuite le fonds de recherche géologique et de la formation aux sciences de la terre. Ça c'est uniquement alimenté par l'État à hauteur de 15% de ces redevances qu'elle collecte au niveau du secteur minier, qui est destiné justement une grande partie toujours à la connaissance géologique et minière du pays pour pérenniser un peu l'activité minière parce que les mines sont épuisables. Ça appuie les universités qui forment dans le domaine des sciences et techniques pour pouvoir justement former cette expertise-là. Et d'autre part, ça donne des possibilités aux étudiants avec un financement du FONER pour pouvoir mener leurs études. Ça, c'est le fonds de recherche. Il y a un autre, le fonds de réhabilitation et de fermeture des sites miniers. Ça, c'est alimenté par les compagnies minières. Actuellement, tous ces comptes sont logés à la BCAO. C'est en fonction des évaluations environnementales et sociales qui sont faites sur le terrain, d'études d'impact, je vais dire, et qu'on a apprécié, évalué un peu les coûts de réhabilitation et de fermeture éventuelles à la fin de la mine. Et ces cotisations-là sont logées à la BCAO. Un comité technique doit valider justement ces plans et ces coûts-là
pour permettre à la mine de réhabiliter. Une fois approuvé, on lui permet de débloquer les fonds. Bon, il y a un dernier fonds qui est là, c'est le fonds de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre les produits prohibés. Ça, c'est alimenté essentiellement par une partie des redevances dans le secteur artisanal que l'État collecte et une caution environnementale que les demandeurs d'autorisation d'exploitation artisanale là, alimentent. Mais pour le moment, ce niveau est faible parce qu'on a une réticence aujourd'hui à la formalisation de l'activité artisanale. Donc, bon, avec la création de l'ANEMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées, nous pensons pouvoir justement arriver à formaliser ces activités-là pour pouvoir alimenter ce fonds-là. Voilà, grosso modo, donc, voici pour ce qui est de l'état des lieux. Monsieur le docteur Ditil Moussa, par l'info, je rappelle que vous êtes là au nom des sociétés minières, vous êtes membre du conseil d'administration de la Chambre des mines et directeur pays de la mine de Nantou. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur les actions des sociétés minières à l'étape actuelle dans le cas justement de leur contribution au développement local? D'accord, merci bien, merci pour cette question. Je pense que l'activité minière dans son ensemble est une opportunité de développement pour tout pays. C'est des ressources qui sont exploitées et dans le processus effectivement de commercialisation, c'est des entrées de devises qui viennent dans le pays. Forcément, donc, ça a un plus sur l'économie nationale. Mais à côté, les sociétés minières font toujours en fait leur cheval de bataille, en fait, la question de la cohésion sociale avec les riverains, ce qui les amène à prioriser effectivement les attentes de ces communautés de riverains. Ces attentes varient beaucoup, ça va de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, ça va également dans le domaine donc, de la formation, l'employabilité des jeunes surtout, et puis le développement donc, des activités génératrices de revenus au profit donc des populations, parce que quand on parle de la question de l'employabilité, tout le monde effectivement ne peut pas travailler sur les sites miniers. Du coup, il faut trouver d'autres voies et moyens pour permettre à d'autres personnes d'entreprendre. Donc, on peut dire qu'effectivement, avec l'avènement du secteur minier, nous avons une chance donc d'accroître notre potentialité, ou du moins notre capacité à nous développer. Et cela doit se faire effectivement de façon à ce que les retombées soient perceptibles par tous. Voilà, donc c'est à ce niveau parfois qu'il y a des débats, est-ce que les mines en font assez ou pas, mais ce qui est certain, c'est que toutes les mines, il y a des actions visibles sur le terrain qui contribuent au bien-être des populations et qui permettent également à l'économie nationale de se développer. Et ça se manifeste à travers quoi? La RSE et peut-être aujourd'hui le fonds minier, c'est toutes ces contributions. Absolument, absolument. La RSE qui existait depuis belle lurette avec l'avènement des sites miniers, que ce soit au profit des communautés de riverains ou que ce soit au profit d'autres parties prenantes des sociétés minières, il y a effectivement des accompagnements qui se faisaient, il y a des projets de développement qui étaient mis en œuvre, mais avec le Fonds minier de développement local qui pour nous est une suite logique de la RSE. Parce que la RSE, dans son développement, n'oublions pas que ça peut partir effectivement des volontés des sociétés minières, mais par la suite, c'est institutionnalisé. Et pour nous, avoir un fonds minier de développement local qui permet effectivement de collecter des ressources en amont par les structures étatiques en vue de les reverser par une sorte donc, de péréquation aux communautés, que ce soit les communes ou les régions, en vue de se développer, tout naturellement. Ça peut être vu comme des actions de RSE que les mines poursuivent. Voilà. Et la question, c'est de savoir si le fonds minier permettra de faire un petit plus par rapport à ce qui se faisait avant en termes de RSE. Alors, quand on arrive au fonds minier de développement local, certainement, il y a un objectif derrière, c'est de faire mieux. C'est de s'assurer effectivement que les sociétés minières contribuent à un certain niveau qui permettent aux localités de se développer. Donc, je pense que le pourcentage tel qu'il est fixé, 1% du chiffre d'affaires mensuel des sociétés minières, ce n'est pas sorti du néant. Ça a été, bien sûr, à la suite, bien sûr, d'échanges, de concertation, pour définir ce niveau-là et permettre effectivement que, lors des redistributions, les régions et les communes puissent utiliser ces fonds pour se développer. Alors, monsieur le maire, vous êtes juste à côté.
Sur cette question, les types de collaboration avec les sociétés minières et collectivités territoriales dans le cadre justement du développement local, quels sont les types de collaboration que vous avez avec les... Ok, merci. Merci vraiment de nous donner l'opportunité de nous exprimer à travers votre micro. Il faut dire que le Fonds minier de développement local est l'émanation de la volonté politique du président du FASO qui a bien voulu vraiment que ce fonds soit une réalité. Il faut le dire, il y a des gens qui ont bataillé pour que ce fonds puisse exister, mais il a fallu une volonté politique pour que ce fonds puisse en fait être une réalité. Et la collaboration avec les mines, elle est là. C'est l'émanation du code minier de 2015. Oui. Bien avant. Oui, puisque en 2015, effectivement, il y a eu la révision du code minier du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que l'ancien code minier ne favorisait pas beaucoup les communautés locales et ne favorisait pas beaucoup le pays. Et c'est dans ce sens que la société civile a manifesté vraiment la volonté aussi de réviser le code minier pour qu'il y ait plus d'avantages pour les communautés locales. C'est en ce sens qu'en 2015, ça a été révisé. Mais c'est en 2017, en réalité, que nous avons travaillé sur ce code minier. Et c'est en 2019 que nous avons en fait commencé à bénéficier des retombées. Voilà, on estime qu'entre de 2017 à 2020, c'est plus de 110 milliards de francs CFA qui ont été répartis entre toutes les collectivités. Mais déjà, je reviens sur la question, vos rapports, oui. Les collaborations. C'est vrai qu'il y a le fonds minier, mais au-delà, il y a une mine qui existe sur votre territoire communal. Quels sont vos rapports? Pacifique, tendu? Non. Et pour ce qui concerne la commune de Gorom, nous entretenons de très bons rapports avec la société minière Ayamboul SA. Moi, je pourrais dire que c'est l'une des meilleures mines au Burkina Faso parce que bien avant le code minier, bien avant la révision, il faut dire que depuis 2014, la société minière Ayamboul en fait finançait déjà. La société avait anticipé, en fait, puisqu'on recevait de la mine une certaine somme entre 200 et 300 millions par an pour, en fait, accompagner les actions des PCD dans notre commune. Donc, avant même la réalisation du Fonds minier de développement local, avant la révision, il faut dire qu'on entretenait de bons rapports. La contribution était déjà considérable. Tout à fait. Pour le financement des plans communaux de développement. Tout à fait. Mais pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons... Vous êtes une commune milliardaire aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. C'est assez de ressources. On verra comment ces ressources, justement, sont utilisées. Okay. Mais avant, je voudrais m'adresser à M. Traoré de la Direction générale de l'aménagement du territoire sur, justement, les politiques en la matière, les politiques et initiatives d'aménagement du territoire en rapport, justement, avec l'existence des mines. Merci bien, M. Yves. Il faut dire que... C'est l'occasion pour remercier la télévision BF1 pour l'occasion qu'il nous offre pour parler des politiques et initiatives en matière d'aménagement du territoire tenant compte de l'existence des mines. Il faut dire que l'aménagement du territoire, c'est d'abord une politique qui est transversale, donc qui aborde tous les domaines d'activité. Et les différents instruments, les différents textes qui régissent l'aménagement du territoire abordent effectivement les questions des mines. Il prend la loi portant l'organisation agraire et foncière, la RAF, que tout le monde connaît. Donc c'est la loi faîtière de l'aménagement du territoire qui a été reliée en 2012. Donc aborde les questions minières. Donc pour dire que les mines, il faut les exploiter de façon rationnelle pour que les fruits soient répartis de façon équitable entre les différentes entités de la population. Voilà. En plus de cette loi, il y a une nouvelle loi que le gouvernement a adoptée en 2018, la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Donc c'est une loi qui définit également les typologies d'aménagement, dont les aménagements miniers. C'est pour dire que ces textes n'excluent pas les mines en tant que telles. Donc c'est des domaines qui sont abordés au niveau dans ces documents-là. Et plus récemment, avec le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, dont vous avez eu connaissance. Donc, c'est un document donc, qui fait des mines un vecteur de croissance.
c'est-à-dire un secteur productif qu'il faut développer donc au regard des possibilités de création d'emplois et de développement local. Donc, c'est des éléments de façon ramassée qu'on peut dire en termes de politique. Maintenant, en s'agissant d'initiatives, il faut dire que il y a des initiatives qui sont nées pour, en tout cas, profiter des ressources minières dans certaines localités. Par exemple, je prends le cas du Sahel, où on a envisagé de mettre en place un pôle de croissance au niveau du Sahel. C'était justement pour profiter des retombées minières pour développer d'autres activités telles que l'agriculture et l'élevage. Nous savons tous que les mines sont épuisables à un moment donné. S'il n'y a plus de ressources minières, les populations seront traitées de quelle manière? Donc il faut développer d'autres initiatives en se basant sur les ressources minières pour en tout cas promouvoir un développement harmonieux et durable. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Monsieur Boli, vous êtes expert en développement local. La question justement, c'est qu'il y a les mines avec les ressources générées, mais derrière, c'est une question aussi de planification, de bonne planification justement du développement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de l'efficacité dans la gestion de ces revenus minières. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Ok, vraiment merci bien pour cette question. Mais je voudrais tout d'abord, pour qu'on se comprenne, vous dire que la Direction générale de l'aménagement du territoire est là. Le Burkina Faso a élaboré ce qu'on appelle un guide de planification locale qui a été relu en 2012. Le guide a bel et bien défini ce que c'est que le développement local. Et si je me permets, le développement local est un processus dynamique initié par un certain nombre d'acteurs organisés, mobilisés dans un territoire donné afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est cette définition qui a été donnée par la Direction générale d'aménagement du territoire. Alors, si on se focalise sur ce document, il faut dire que le développement local a une histoire au Burkina. Je n'ai pas revenu depuis les années 70 en montant, et nous sommes arrivés à une situation où, avec la RAF, il y avait déjà les commissions villageoises de gestion des terroirs, qui étaient des structures de la RAF, qui étaient chargées de porter le développement local à la base. Plus tard, avec la décentralisation, consacrée, l'article 2, l'article 8 du Code général des collectivités territoriales, dit que la décentralisation vise la promotion du développement local à la base. Et les structures qui portent le développement local aujourd'hui au Burkina Faso sont les collectivités territoriales. Et au sein de ces collectivités territoriales, il y a les CVD, les conseils villageois de gestion et les conseils villageois de développement qui ont remplacé les commissions villageoises de gestion de terroir qui portent le développement local. Alors, donc, quand on parle de guide de planification locale, le guide de planification locale a bien défini comment la planification doit se faire. Et ce sont les plans communaux de développement, les plans régionaux de développement qui expriment les besoins, les priorités des populations, qui les planifient et qui les met en œuvre. Et à côté également, il y a également, peut-être vous ne l'avez pas cité, la lettre de politique de développement rural décentralisée qui précise les rôles des différents acteurs. Et il est clair qu'à ce niveau, il y a les principes qui disent que tous les intervenants doivent intervenir dans les collectivités de façon harmonisée. Donc il y a des cadres qui sont prévus pour cela. On a demandé également d'élargir les champs d'investissement afin de prendre en compte les besoins prioritaires des populations. Et ensuite, la complémentarité des acteurs sur le terrain. Pour dire que le développement local précède le fonds minier. Il a dit tantôt, le docteur Palenfo, que l'arrivée du fonds minier est une opportunité. En fait, c'est une enveloppe en plus qui vient booster. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les collectivités territoriales planifient le développement local à travers les plans de développement. Il peut arriver que vous avez élaboré votre plan communal de développement avec des priorités et la mine est venue s'installer après. Justement, avec les études d'impact environnemental et social, il y a un plan de mise en œuvre de ces actions. Elles viennent donc compléter le plan communal. Mais comment il faut le faire? Il faut associer tous les acteurs comme la lettre de politique de développement rural le préconise pour voir qui fait quoi
qui doit faire quoi? Parce que le développement local exige des compétences. Tout à fait. Et souvent, on voit seulement les investissements, on ne voit pas l'accompagnement à côté du renforcement des compétences des différents acteurs. C'est très important. La question des compétences. Et là, on revient à l'éternelle question du transfert de compétences. C'est des ressources. Au niveau, voilà. Jusqu'à présent, qu'il y a un problème au sein des collectivités. Parce que gérer aujourd'hui des ressources, en parlant de milliards, il faut justement... Voilà, le personnel qualifié, la formation, l'appui avec les... C'est pourquoi la loi de politique a prévu que les différents acteurs puissent accompagner techniquement les collectivités. Parce que on a commencé la commission intégrée en 2006. Nous sommes à l'école de la décentralisation. C'est un processus à long terme. Donc, au fur et à mesure, il faut que les acteurs se mettent ensemble. Et le fonds minier est là pour accompagner. Il y a d'autres partenaires qui sont là, qui accompagnent le développement local. Et l'acteur principal, le maître d'ouvrage, ce sont les collectivités. Je pense que si c'est planifié comme ça et entendu comme ça, chacun joue sa partition, il n'y a pas de raison que ce fonds-là ne contribue pas efficacement à la mise en œuvre du développement local comme est prévu dans le Code général des collectivités territoriales. Prise en compte de l'ensemble des acteurs qui doivent pouvoir aider justement. Ce n'est pas juste une affaire du maire et de ses conseillers. Non, pas du tout. D'accord. Alors, Monsieur Iyamero, je voudrais qu'on refasse ici l'état des lieux, des ressources justement du Fonds minier de développement local, puisque c'est ce qui nous réunit ici à l'étape actuelle des choses. Les communes ont commencé à percevoir ces ressources, le modèle de répartition, les communes et régions bénéficiaires. On parlait tout à l'heure des communes qui sont devenues milliardaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée de tout cela, la part de l'État, etc. D'accord. À l'étape actuelle, M. Boli l'a souligné, non, c'est M. le maire. Il faut dire que véritablement, l'opérationnalisation a commencé en 2017 avec la prise du décret d'application de la loi. Donc de 2017 à 2020, les ressources totales recouvrées s'élèvent justement à 71 milliards et quelques. C'est ça qui a été réparti avec toutes les communes et toutes les régions. Et ça, ce principe-là, il faut le comprendre, c'est le principe même que les ressources appartiennent à tout le Burkina. Donc ça pas seulement les communes qui pas seulement les communes du Burkina. On entend souvent, on vient enlever notre or sur notre territoire, c'est vrai. C'est des richesses, mais la Constitution stipule que ça appartient à tout le Burkina. Donc pour une question d'équilibre, d'harmonie aussi dans le développement, il y a eu cette clé de répartition qui fait que toutes les communes et toutes les régions du Burkina y bénéficient. Donc dans les 70 milliards, si on fait une balance, l'État a contribué autour de 54% de ce fonds-là. Les sociétés minières, 46%, et les sociétés de carrière, c'est moins de 1%. Parce que bon, c'est lié à la valeur aussi de leurs produits. Alors, dans cette balance-là, si on fait une analyse entre toutes les communes et toutes les régions, surtout les communes du Burkina ont bénéficié de 80%. Et les régions, les 13 régions, 20%. Voilà à peu près un peu comment c'est fait. Alors, en termes de répartition, comme vous l'avez demandé, il faut dire d'abord qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est la contribution des sociétés minières ou des carrières, qui est d'abord prise à part et divisée en deux. La première moitié appartient à la commune ou les communes qui sont directement impactées par la mine. Et l'autre moitié va aller s'associer à la part de l'État, les 20% de ces taxes qu'elle reprend, qui devient une cagnotte commune qu'on redistribue entre toutes les communes et toutes les régions du Burkina. Mais dans ça, la zone minière est encore privilégiée. C'est-à-dire qu'on fait encore 50% qui repartent dans la zone minière pour être répartis entre les communes et la région de cette zone-là. Et le reste, là, maintenant, est réparti par l'ensemble des communes et régions du Burkina Faso. Finalement, les autres n'ont pas grand-chose. Le développement harmonieux... Ah oui, mais si, quand même. Hein. Si. Parce que c'est vrai qu'il y a des communes, des collectivités qui se retrouvent avec des milliards, effectivement. Ils sont combien aujourd'hui? Il y en a 10. Il y en a 10 à l'étape actuelle. Donc, oui, Gorom. Il y a la région de Haut-Bassin, il y a la région de l'Est, il y a la région du Sahel.
Alors, la commune de Bagassi, la commune de Gorom Falanguntu, puis la commune de Partiaga. Voilà, il y a une dizaine. Oundé aussi? Bien sûr, Oundé aussi. C'est Oundé même d'ailleurs qui a en tête 3 milliards et quelques. Voilà, suivi de Gorom et puis Falanguntu. Voilà, il y a une dizaine de collectivités qui ont plus d'1 milliard. Ça va de 1 à 3 milliards. Alors, il y a une fourchette de plus de 500 millions. Il y a au moins 60 collectivités qui se retrouvent dans cette fourchette à plus de 500 millions. Entre 200 et 300 millions, on a 140, 150 communes qui se retrouvent de ça. Et moins de 100 millions, il y a peut-être une trentaine qui ont reçu ça. Voilà un peu comment ça a été réparti. Donc, assez de ressources pour nos communes. Monsieur Palenfo, est-ce que justement, c'est vrai qu'au départ, vous semblez un peu dubitatif sur ce fonds-là, sur sa pertinence, à partir du moment où vous faisiez déjà la RSE. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces ressources, ça vous permet justement d'éviter les crises qu'on a l'habitude de voir de par le passé aussi? Est-ce qu'effectivement, ça ne vous enlève pas une épine du pied, les craintes que justement, il y ait des conflits entre les mines et puis les populations locales? D'accord. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'au début, je ne pense pas qu'on soit dubitatif, qu'on ait été dubitatif plutôt par rapport au fonds en lui-même. Oui, la philosophie du fonds ne nous a jamais posé problème. Mais par contre, tout le mécanisme qui doit aller avec le fonds, c'est sur ça que nous étions en train de débattre. La preuve en est qu'à terme, toutes les sociétés minières donc, ont signé donc, un protocole d'accord avec le ministère des Mines et ont commencé donc à contribuer à ce fonds. Alors, il faut se dire que le souci qui animait en fait la plupart des sociétés minières, c'est l'efficacité de ce fonds. Il ne faudrait pas faire des paiements tout en étant encore obligé de faire des investissements parce que le fonds ne répond pas en fait à son objectif, je dirais fondamental, qui est de soulager en fait les communautés. Donc, au travers donc des discussions que nous avons eues avec le gouvernement, enfin avec le ministère des Mines, on est arrivé en fait à mettre en place un mécanisme qui rassure les sociétés minières que ce fonds-là, une fois effectivement et qu'il sera fonctionnel, les retombées seront visibles. Voilà, donc c'est à ce niveau. Mais nous sommes convaincus que ce fonds, tout naturellement, pouvait apporter un plus. Raison pour laquelle, dans le principe, on n'était pas opposé, mais on était également sur la question du pourcentage. Est-ce qu'il fallait prélever 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières ou bien il fallait aller à 0,5% comme nous l'avons proposé? Parce qu'on s'est dit, quel que soit Alpha, c'est nous qui sommes les vis-à-vis des communautés de riverains. Forcément, il y aura toujours des demandes qui nous seront adressées. Il y aura toujours des besoins qui nous seront adressés. Malgré le fond. Malgré le fond. Parce que la question, en fait, des attentes des communautés de riverains, c'est qu'il faut faire des choses tout de suite et maintenant. Alors, on peut bien planifier la réalisation de certaines activités, donc, ou certains projets de développement à leur profit, mais il faut se dire que d'un emplacement à un autre, d'une commune à une autre, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes et à l'instant T, les priorités ne sont pas aussi les mêmes. Donc, nous étions conscients que même si le fonds est mis en place, il nous fallait quand même une certaine marge de manœuvre qu'on pouvait gérer directement avec les communautés, répondre à leurs attentes. Parce qu'il faut se dire, si il n'y a pas de mécanisme qui soit en place pour assurer une bonne communication sur ce fonds, les bénéficiaires ne sauront pas exactement ce qui en est fait et à la fin de la journée, ils viendront nous dire que nous avons pris leur argent, remettre à d'autres personnes. On a entendu ça sur le terrain même au moment où on discutait beaucoup de... C'est-à-dire que monsieur le maire pense que vous pouvez même aller au-delà de 1% parce qu'il estime que vous avez assez de ressources. Hein. Alors, aller au-delà de 1%, mais d'abord il faut relever que c'est 1% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est prélevé avant toutes les charges. Donc, que la société aille bien ou pas, qu'elle puisse avoir un résultat bénéficiaire ou pas, ce fonds doit recevoir la contribution des sociétés minières. Donc, ça, c'est d'un. De deux, il faut se dire que la conjoncture économique, surtout mondiale, pèse beaucoup sur les sociétés minières, de sorte qu'à un moment donné, forcément, le cours du zinc ou bien les conditions peut-être d'exportation pour certaines sociétés minières font que le revenu devient faible.
Alors que, toutes choses égales par ailleurs, hein, nos dépenses d'exploitation restent toujours les mêmes. J'ai toujours dit, les sociétés minières, c'est les seules sociétés qui sont loin de leurs clients, qui ne les connaissent même pas et qui ne peuvent pas imposer leur prix. Du coup, nous subissons en quelque sorte, je dirais, des décisions d'acteurs économiques très loin de nous qui font que nous n'avons pas de contrôle sur notre rentabilité. Donc, les 1% à mon sens, et vous avez vu, pour ce qui a été contribué, près de 71 milliards en 3 ans, et je parie que ça serait bien plus, puisque quand nous avons mis en place le protocole pour contribuer à ce fonds, on a procédé donc par décaissement, par des décaissements, et je dirais, progressifs. Ça veut dire qu'à ce jour-là, soit certaines mines ont totalement fini de décaisser l'intégralité des sommes qu'elles devaient payer sur ces 3 années, ou il y en a encore qui restent à décaisser. Donc à terme, moi je pense que ce qu'on pourra contribuer à travers ce fonds, ça sera plus de 20 milliards comme ce fut le cas de 2020. Alors, est-ce que vous êtes associé dans la gestion de ces fonds, les mines? Alors, il faut dire que nous sommes associés pour l'instant, je dirais formellement, mais de façon pratique, les comités de suivi au niveau communal ne sont pas fonctionnels. En tout cas, pas pour la majorité des mines. Je crois que quelque part, il y a 2 comités qui ont pu se réunir, qui ont pu organiser des sessions, mais dans la grande majorité des communes minières, il n'y a pas ces comités de suivi locaux là, qui sont fonctionnels. Alors que les sociétés minières interviennent à ce niveau en fait. Donc, nous avons bon espoir que ce mécanisme sera tout à fait fonctionnel très bientôt pour nous permettre de jouer notre partition et de pouvoir aussi rendre compte d'une façon ou d'une autre à la manière dont le fonds fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas bien et que les populations s'en plaignent, c'est vous alors qui allez recevoir les demandes. Hein? Forcément, je crois que le danger ici, c'est que quand il y a des mécanismes qui sont prévus et qui ne sont pas fonctionnels, alors ça attire des suspicions. Ça laisse la place au jugement, ça laisse la place même à des perceptions erronées parfois. Donc nous pensons que pour une question de transparence, il est bon que ce fonds, ce comité en fait, soit fonctionnel pour qu'on dise oui, le Fonds minier de développement local a été mis en place avec en fait, des structures qui doivent fonctionner. Il ne s'agit pas tout simplement d'utiliser l'argent de ce fonds, mais c'est de le faire dans un cadre bien précis et que ce cadre est fonctionnel. Donc il est de l'avantage de tout le monde que ces comités de suivi-là soient fonctionnels. Oui. Monsieur le maire de Gorom, justement, sur la gestion du Fonds minier de développement local, vous l'avez réclamé, vous l'avez enfin. Comment faire en sorte que cette gestion par les communes puisse permettre d'atteindre les objectifs de développement? Et aujourd'hui, quelle est la situation, puisque vous en avez déjà reçu? Quels sont les acquis à votre niveau, au niveau de Gorom par exemple? Quelles sont les difficultés de mise en œuvre de ce fonds, de la gestion de ce fonds? Que dire à ce niveau? Bon, il faut dire que c'est une réalité qui est là. Et nous avons reçu les fonds. Et pour ce qui concerne la commune de Gorom, nous avons reçu depuis 2019 à 2020 2 milliards 400 millions environ. Et il faut dire que, bon, le docteur Palanfo dit que les comités de suivi locaux n'ont pas été mis en place. Bon, oui, c'est vrai, dans certaines localités, oui, mais la majorité, je pense que M. Yamiogo va revenir là-dessus, la majorité des comités locaux ont été mis en place et ils fonctionnent. Maintenant, ce que je dirais, il y a une insuffisance de communication. Il y a vraiment une insuffisance de communication entre le ministère peut-être et les communes. Il y a aussi une insuffisance de communication entre les communes et certaines mines. Et je dirais aussi que pour ce qui concerne le Fonds minier de développement local, il faut dire qu'il y avait quand même des difficultés avec les mines, il faut le dire honnêtement. Mon voisin, le docteur, il est là, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y avait des difficultés puisque vous avez vu au départ, j'ai dit, il y a une volonté politique du président Roch Kaboré qui a boosté en fait la mise en œuvre du Fonds minier de développement local. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le Fonds minier de développement local est composé des royalties, comme Yamiogo l'a dit, qui sont données à 20% par l'État et de 1% des mines. Mais moi, je fais partie du comité national de suivi. Je représente la MBF.
Et il faut le dire qu'on a eu des difficultés avec les mines. Il y a certaines mines qui étaient réticentes et jusqu'à présent, à ma connaissance, il y a 2 mines qui n'ont pas payé jusqu'à présent, en fait, leur quote-part. Donc il y a un problème. L'État, depuis qu'on a commencé la répartition du fonds minier, l'État a toujours versé sa quote-part et dans le temps. Mais Parce que c'est important aussi que ça vienne à temps pour vous permettre de planifier le développement. Bien sûr, puisque le comité national se réunit 2 fois dans l'année. Est-ce que vous voyez? Et dans les 2 fois dans l'année, la première rencontre que nous faisons du comité national pour faire la répartition du fonds minier, nous le faisons en février. Est-ce que vous voyez? Et la deuxième rencontre du comité national s'est faite en juin. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous faisons ces rencontres, il y en a toujours eu des difficultés avec certaines mines qui ne versent pas. Mais en réalité, il faut le dire, cet argent que nous recevons, actuellement, je pourrais dire qu'il est trop tôt pour faire le bilan du Fonds minier de développement local. Mais je pense que dans les communes minières, lorsque vous y allez, vous allez voir qu'il y a un grand changement à nos jours. Il y a déjà des infrastructures. Bien sûr, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de réalisations que nous avons eu à faire. Et si aujourd'hui vous partez... Vous avez fait quoi, par exemple, avec vos 2 milliards Avec nos 2 milliards, nous avons fait beaucoup. Et il faut dire qu'au niveau de Gorom Gorom, avec les 2 milliards, nous avons construit 4 complexes sanitaires au niveau du Gorom Gorom. Nous avons aussi, nous sommes en train de normaliser le CMA de Gorom et le CSPS urbain de Gorom en construisant des salles. Et par exemple, au CMA, nous sommes en train de construire des salles VIP pour l'hospitalisation. Et de même pour le CSPS urbain de Gorom. Nous avons réalisé au moins une vingtaine de forages dans les différents villages. Nous avons réhabilité une 60aine de forages dans les différents... Donc c'est un problème. Oui, dans les différents villages. Et vraiment, nous sommes en train de faire beaucoup de réalisations. Si vous venez à Gorom, vous allez voir qu'il y a, pour ceux qui connaissent Gorom en tout cas, depuis que nous avons le Fonds minier de développement local, vous allez constater qu'il y a un grand changement dans la ville de Gorom Gorom. D'accord. En passant, tout le monde ne contribue pas apparemment. Il y a encore des mines qui ne traînent pas. Monsieur Yaméro, qui est le président de la commission, est bien placé. Non, je ne suis pas le président, je fais juste le secrétaire. Le secrétaire plutôt. Le secrétaire, oui, temps pour moi. Oui, à l'étape actuelle, comme on l'a dit, tout le monde contribue aujourd'hui. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui ne contribue pas. Seulement, il y a des échéances qui ont été conclues avec le ministère des Finances pour payer. Parce que c'est une masse d'argent, on ne peut pas les décaisser du coup. Sinon, le groupe dont je parle, ils ont payé 3 milliards. C'est payé 3 milliards. Et ils ont fait des échéances et ils payent 1,5 milliard. Donc, je pense qu'à la session de juin, monsieur le maire va se rendre compte que tout le monde a payé. La dernière rencontre du comité national, il y avait 2 mines qui n'avaient pas payé. Non, ils ont payé. Et on a même dit, demandé à ce que ces 2 mines soient bloquées même. Que les fonctionnements soient bloqués. C'est pourquoi moi j'ai réglé maintenant. C'est réglé. Donc, tout le monde paye. C'est réglé. C'est une bonne chose. Monsieur Boli, la question, elle est là. Comment garantir que le fonds permette d'atteindre les objectifs? Il a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'infrastructures, de réalisations qui ont été faites au niveau de Gorom Gorom au profit des populations. Mais la question reste posée. Parce que là, c'est très important. Il ne faut pas qu'on ait des milliards, mais qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est vrai. Mais bon, les échanges ont suscité à moi un certain nombre de questions. Ben, je vais finir par me dévoiler parce que j'étais également maire. Je viens de rendre le tablier il n'y a pas 2 mois. Alors, j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas trop se focaliser sur le fait que le fonds minier, c'est quelque chose de nouveau pour le développement local. Moi, j'étais maire. Mon budget de cette année 2021 en investissement, j'étais à près de 400 millions. Le fonds minier ne contribue que de 26,5 millions de francs. Donc, environ 12 millions. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai dit quelque chose. C'est parce qu'au Burkina, on a des textes et on ne les applique pas. La lettre de politique de développement rural décentralisée a fixé le rôle de chacun dans le cadre du développement local. Et quand vous parlez tantôt du comité qui ne fonctionne pas, à mon humble avis, on n'a même pas besoin de mettre en place de comité de suivi. Puisque, d'abord, avec la lettre révisée, on a le cadre de concertation communale
tous les partenaires, aussi bien les mines qui sont là, participent pour voir qu'est-ce qui est prévu pour chaque partenaire et comment on peut harmoniser les interventions. C'est clair. Et si vous vous dites que votre financement va dans tel projet, l'autre va contribuer au fonctionnement, etc. On a parlé depuis du transfert des compétences et des ressources. Mais moi, je suis d'accord. Si vous allez dans une commune qui, avec 2 millions, 3 millions, ou 10 millions, 20 millions pour investir, et brusquement, il se retrouve avec 1 million et 1 milliard, il se pose un problème. Puisque, est-ce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour consommer dans les délais requis ces fonds, pour réaliser des projets qui vont vraiment dans des priorités de la collectivité? Je ne pense pas. Et ensuite, au Burkina, les textes pour consommer ces fonds, il le sait, c'est la croix et la bannière. Il aurait fallu des textes qui vont accompagner aussi cette manne financière. Parce que déjà, avec 100 millions de fonds d'investissement, souvent, il faut attendre jusqu'au mois de juin, souvent septembre, pour pouvoir commencer à les consommer. Donc, les textes au Burkina n'accompagnent pas le développement local. Donc, la question des ressources humaines et des procédures, puisque les collectivités territoriales tombent sur le coup des procédures nationales en passation des marchés. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, si on avait les ressources humaines nécessaires, on n'a pas besoin de ce comité. Avec ce qu'on a introduit comme prise en charge et tout ça, ça va amener des précédents encore dans nos collectivités territoriales. Bon, et je voulais également dire, c'est bien que les populations viennent vers les fonds, mais le développement local, encore une fois, il est dit dans l'article 2, l'article 8 du Code général des collectivités territoriales, que la décentralisation est là pour promouvoir le développement local. Et le porteur du développement local, ce sont les collectivités territoriales. Mais quand les populations ont l'impression que l'autorité... Non, je vais arriver à ce niveau. Ça. Ça veut dire que il ne faut pas faire quelque chose son contraire à la fois. Nous voyons dans les collectivités des gens qui se baladent, qui réalisent des forêts, ils disent qu'ils font du développement local. Non. La loi dit que ce sont les collectivités. Maintenant, vous avez la chance que chaque année, on élabore le plan annuel d'investissement. Le plan annuel, c'est l'occasion de venir également rattraper ce qui n'a pas été... Puisque le cadre existe pour discuter de ces questions-là. Bon, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, le fonds minier n'est pas une ressource intarissable. Elle va tarir. On le sait. On a des partenaires souvent dans les collectivités qui nous accompagnent pour 3 ans, 4 ans, après ils disparaissent. Ce sont des fonds qui partent. Alors, moi, je crois que, pour revenir à votre question, le fonds minier, c'est important parce qu'on ne peut pas venir dans un pays et on a 17 mines qui travaillent, qui vont partir, et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on en a fait de ces fonds-là. Voilà pourquoi c'est très important, la transparence dans la gestion. Et le Code, encore une fois, a prévu des mécanismes de redevabilité. Voilà. Si vous prenez le Code général des collectivités, l'article 11, 12 dit que les communautés ont droit à la communication. Et ça se fait par des affichages et tout, et des séances publiques de redevabilité. Et c'est là où il faut agir pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe avec les radios, etc., les cadres, pour communiquer. Parce que c'est très important. Ensuite, comme ce n'est pas une source intarissable, il faut, dans le fonds de développement, il faut particulariser un peu, faire des investissements structurants, surtout productifs. Bon, productifs parce que ça va générer plus tard des ressources pour les communautés. Sinon, à un moment donné, vous êtes à un truc de 1 milliard. Bon, vous avez parlé tantôt de communes milliardaires. Bon, du coup, vous allez vous retrouver, après le départ de la mine, à une situation, je ne dirais pas entre guillemets précaire, parce que vous êtes habitué à un certain niveau. Il faut travailler à ce que le fonds minier puisse générer des ressources. Et c'est là où on a des produits structurants. Les aménagements, les périmètres maraîchers, c'est vrai que vous avez parlé des infrastructures marchandes, ça peut exister, mais il y a beaucoup pour que la population puisse avoir des ressources. La question est, est-ce que nos communes planifient bien le développement en termes de connaissance même des priorités oui, avec les plans communaux et les plans régionaux, c'est vrai qu'on est accompagné par des structures techniques pour nous permettre de planifier. Mais vous savez, ce n'est pas du tout évident. Et c'est là que j'ai proposé lors de la rencontre là, qu'avec
le fonds minier, qu'on puisse faire ce qu'on fait dans certains pays, le budget participatif. Là, chaque année, surtout les communes qui reçoivent beaucoup de ressources, là, chaque année, le processus de planification là, est participatif. Et ça va des villages pour venir au niveau du conseil municipal. Et là, ça permet à tous les acteurs de s'impliquer, de savoir, de connaître même le montant du fonds minier. Et on a même proposé à la rencontre qu'on prévoit un cadre de redevabilité, un cadre normatif pour l'ensemble des communes, pour pouvoir renseigner. Ça va permettre au départ des mines de savoir, voilà ce que les mines ont contribué à faire. Voilà ce que je peux... Monsieur Traoré, justement, le débat, il est là. Comment créer cette adéquation entre l'existence de ces ressources et la planification du développement local? Ok, merci bien. Donc, je voudrais en tout cas abonder dans le même sens que M. Bouli. Il faut dire que pour que le Fonds minier de développement atteigne ses objectifs, il y a beaucoup de choses à parcourir. Généralement, il faut en tout cas partir des textes, d'abord qui régissent même le développement local pour assainir un peu, et même les textes qui régissent le fonds minier là, bon, pour essayer en tout cas de définir clairement les responsabilités des uns et des autres quant à la gestion, l'utilisation, la mobilisation même de ces ressources-là. Donc, en plus de cela, il faut voir aussi le renforcement des capacités des acteurs qui doivent l'utiliser. Au niveau local, il faut des compétences vraiment qui soient à mesure d'assurer en tout cas cette transition pour le développement au niveau local. Donc ce sont ces éléments qui sont là. En plus de cela, M. Boula a parlé des investissements. Parce qu'il faut investir dans des secteurs qui peuvent être porteurs, création de nouvelles chaînes de valeur après les mines. Parce que les mines, comme on l'a dit, les mines sont épuisables. Et il faut créer des activités qui puissent vraiment puissent continuer après les mines. Puis, par exemple, si on prend le cas du Sahel, on sait qu'il y a la filière et l'élevage qui est là-bas, on peut développer les filières de l'élevage, la production de lait ou bien des pots ainsi de suite, qui peuvent vraiment profiter à la population après les mines. Tout à fait. Voilà. Partir de la dépendance pour après être indépendant, autonome après la mine. Voilà, c'est ça. Il faut être autonome après les mines. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Oui, monsieur le maire, oui, est-ce que véritablement vous-même, vous savez ce que vous voulez faire avec ces ressources? Parce qu'on a l'impression, par moment, que ça vous surprend, non, ces milliards, tous ces milliards? Non, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce qu'il faut... Est-ce que vous pensez à l'après-mine, justement? Mais bien sûr, par exemple, dans les investissements dont j'ai cité, je n'ai pas cité les investissements marchands. Par exemple, il faut dire que nous réalisons par exemple des boutiques marchandes. Actuellement, nous sommes à plus de 40 boutiques marchandes que nous avons réalisées, des hangars aussi marchands. Et il faut dire qu'effectivement, nous investissons dans des domaines où, parce que nous pensons à l'après-mine. Nous savons que la mine a une durée de vie. Et chaque fois que nous faisons des réunions avec la direction de IAMGOL, on nous rappelle cela et nous sommes conscients de ça. Donc, il faut dire que nous sommes conscients de la situation que nous vivons actuellement. Nous savons que les milliards que nous gagnons actuellement, demain, ce n'est pas évident que nous allons les avoir. Pour vous dire que le docteur Palanfo a parlé de RSE. Bon, il faut dire que... qui continue d'ailleurs. Hein? Oui, qui doit continuer, parce qu'il y a certaines mines qui disent que non, avec le Fonds minier de développement local, elles ne vont plus faire de RSE. Elles vont quand même réduire un peu. Réduire. Il faut admettre. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais il faut le dire que la RSE est différente du fonds minier, parce que le fonds minier, c'est une taxe. Et la RSE, c'est une volonté de la mine. Oui, pour à partir accompagner... du moment où on ajoute une taxe qui n'était pas prévue, il est clair que côté RSE, ça peut impacter. Puisque ça, c'est volontaire. Vous savez, les mines, elles ont les moyens. Les 1%, vous savez que la société... Non, la société civile avait demandé 10% du chiffre d'affaires. On est revenu à 1%. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, bien que les mines payent les 1%, les mines doivent toujours continuer la RSE. Quand on compare les mines chez nous à l'extérieur... Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vouloir vous décharger de vos responsabilités
pour encore créer d'autres soucis aux sociétés minières dans leur fonctionnement, parce que ça veut dire que si vous échouez avec les ressources générées par le fonds minier, vous pouvez être en train de compter encore sur la RSE pour rattraper cela. On ne peut pas échouer avec les ressources du Fonds minier de développement local. Pourquoi je le dis? Parce que les ressources du Fonds minier de développement local sont encadrées par la loi et sont suivies. Parce qu'il y a la crainte justement qu'il y ait des sortes de détournements ou de... Non. C'est pas possible, c'est assez transparent. Non. Je peux vous assurer que c'est tellement bien encadré qu'il ne peut pas y avoir de détournement de fonds. Parce que la loi a bien encadré l'utilisation du Fonds minier de développement local à tel point que moi je peux vous rassurer qu'il ne peut pas y avoir de détournement de ces fonds-là pour autre chose. D'accord. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc c'est pour dire que honnêtement, le fonds minier aide beaucoup les communes, mais il faut le dire, les communes, puisque vous voyez, on accuse les communes de ne pas vraiment être à mesure d'absorber les fonds, mais il faut le dire, c'est vrai qu'en toute chose, il y a des canards boiteux, mais il faut dire que la majorité des communes qui reçoivent le fonds minier de développement local vraiment travaillent. Et lorsque vous allez faire un tour dans ces communes, si vous partez à Oundé, vous allez le constater. Si vous partez à Gorom, à Falagoto, nous avons un projet de reportage dans ce sens. Voilà, vous allez constater une nette différence. C'est pour juste dire qu'il faut qu'on fasse davantage confiance aux communes et accompagner les communes pour que la commune puisse en fait atteindre les objectifs. Parce qu'il y a l'État qui est là. L'État doit, par exemple, M. Bouli a parlé des ressources humaines. Est-ce que vous voyez, les communes, moi je pense que les communes qui n'ont pas suffisamment de ressources humaines, le MATD doit en fait proposer des compétences pour accompagner ces communes. Mais lorsque vous regardez la majorité des communes qui ont le Fonds minier de développement local aujourd'hui, ont les personnels qualifiés pour accompagner ces communes. Le personnel est là? Oui. Et les PCD aussi, dont vous avez parlé, nous révisons. La plupart des communes qui ont le Fonds minier de développement local ont révisé les PCD pour intégrer les besoins. Alors, Monsieur Yameogo, c'est tout le défi aujourd'hui. Comment faire en sorte que ce fonds soit géré efficacement, parce qu'une chose est justement d'obtenir ces 1% de chiffre d'affaires auprès des sociétés minières, mais une chose est de savoir gérer ces ressources. C'est vrai qu'il se lève déjà quelques difficultés, justement la question de la lourdeur administrative dans le décaissement des fonds et les compétences techniques pour accompagner les communes dans le cadre justement de la mise en œuvre donc, de ce fonds. Quelle suggestion à partir des difficultés qu'on constate? Oui, déjà, on remarque qu'après juste 3 ans de mise en œuvre de ce fonds, on se réjouit quand même qu'on arrive à mobiliser en ressources internes 70 milliards pour financer les collectivités. Mais déjà, juste en 3 ans, les difficultés commencent à venir. Pourquoi? Parce qu'au début, on était vraiment soucieux de l'apport que le secteur minier pouvait avoir dans le développement. Maintenant, c'est une question opérationnelle maintenant qui est là, qui est effectivement, des propositions sont ressorties. Donc déjà, il faut réviser les textes là pour clarifier certaines choses. Est-ce que ça dit qu'on n'a pas su anticiper, planifier avant l'arrivée du fonds? Non, pas qu'on n'a pas pu anticiper, non. Il y a eu des garde-fous. Il y a eu des garde-fous. Parce que si vous regardez même déjà dans la loi, il y a eu des garde-fous pour que justement ce fonds-là ne sera pas seulement dans le fonctionnement et puis après, on n'a rien de précis. C'est pour cela que la loi a cadré. Et maintenant, on se rend compte que la loi n'a pas verrouillé certaines choses. Elle a juste encadré les secteurs qu'on pouvait investir. Mais aujourd'hui, le débat n'est plus là. On sait que maintenant, il faut l'utiliser pour en faire même des recettes internes. Parce que si vous investissez dans des projets qui vont vous procurer même des recettes, vous êtes à l'abri de la fermeture de la mine, d'où la rupture de ce fonds. Parce que s'il n'y a pas de mine, il n'y a pas ce fonds. Donc déjà, sur ce point-là, il y a quand même des propositions de réviser les textes là pour être clair sur certaines choses, pour permettre une flexibilité aussi aux collectivités de travailler. L'autre chose, c'est le renforcement des capacités. Effectivement, puisque dans le principe du fonds, il faut qu'on le dise, la gestion
elle est directement opérée par la collectivité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui gère le fonds. C'est la collectivité qui gère ces ressources qu'elle reçoit. Seulement pour question de transparence, ces comités communaux de suivi-là, c'est juste pour voir est-ce qu'en réalité, les fonds qui étaient destinés à financer des investissements, est-ce que ce sont ces investissements ou bien il y a dérive? S'il y a dérive, on fait corriger. Et déjà, nous sommes en train de faire le point. On a demandé le point de toutes les collectivités qui ont reçu, puisque M. le maire l'a dit, il a reçu 2,4 milliards déjà, parce que l'autre est en cours. Ils ont fait le point. Nous allons essayer de faire une synthèse pour orienter un peu le gouvernement. Dire, ah, voilà, les 3 premières années de mise en œuvre de ce fonds-là, voilà vers où les gens s'orientent, voici les difficultés, et on va proposer certaines solutions pour que, au plus vite, qu'on puisse avoir justement des résultats et que tout le monde soit au courant quand même de ce que l'apport de ces secteurs-là a joué dans notre économie. Voilà. Très important. Oui, M. Palenfo, c'est la même veine, on est en termes de perspective, à partir du constat qu'on fait déjà, parce que vous avez intérêt à ce que ces ressources soient bien gérées aussi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire justement pour plus d'efficacité dans la gestion du fonds? Alors, je crois que cette question me permet de revenir sur les comités donc, de suivi, de mise en œuvre du fonds, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que par principe, quand un texte de loi prévoit quelque chose, quand la réglementation prévoit quelque chose, il faut mettre cette chose-là en œuvre. Sinon, ça pose déjà problème. Donc, si les décrets d'application du Code minier de 2015 ont prévu qu'il y a un comité de suivi, c'est tout à fait normal, voire obligatoire, que ces comités-là soient fonctionnels. Sinon, quelque part, dans le processus, quelque chose ne va pas. Et c'est là où, en réalité, on commence à faire de la place, effectivement, à des commentaires malveillants. Et comme je le disais tantôt, manque de transparence également. Donc, nous pensons que du fait que ce comité de suivi est prévu, et encore une fois, bon, M. Boli... c'est bien, monsieur donc, le maire de Gorom m'a dit, il me disait tantôt que c'est fonctionnel un peu partout, mais je ne pense pas, parce que quand nous on fait le point, on n'a pas cet écho-là, en fait, de la plupart des sociétés minières qui disent que le comité de suivi est fonctionnel. D'autant plus que le respect de ces textes-là, c'est un signal que nous donnons également à l'étranger. C'est des investisseurs étrangers qui viennent. On a mis en place un mécanisme. On dit que le mécanisme fonctionne de telle façon. Mais aujourd'hui, quand on nous demande, surtout des partenaires extérieurs, est-ce que le Fonds minier de développement local fonctionne comme il est prévu dans le code minier? Naturellement, on va relever les insuffisances qui existent. Et ça ne fait pas ça ne donne pas un bon écho, en fait, à notre capacité à gérer les choses dans la transparence. Voilà pourquoi il est important qu'on revienne sur ce mécanisme pour qu'il soit fonctionnel. Deuxièmement, je profite en fait du fait que la parole m'est donnée pour dire que, vous voyez, nos interactions avec les communautés de riverains, ça ne va jamais finir. Au point où on va dire que le Fonds minier de développement local est en place, donc les sociétés minières sont exemptes d'intervenir sur des projets de développement. Je suis tout à fait d'accord que par la forme, intervenir directement sans les acteurs qui ont la compétence pour le faire, ce n'est pas une bonne chose, mais nous sommes dans un contexte qui nous oblige à réfléchir comment nous allons faire pour que ces interventions soient en fait meilleures. Parce que le problème des sociétés minières, c'est que quand nous nous installons, nous relocalisons en fait la population, même si on les indemnise, ce n'est pas suffisant à leurs yeux. De plus, ils nous disent que nous sommes venus prendre la terre de leurs ancêtres. C'est le bien le plus important qui leur a été légué en fait par leurs ancêtres. Donc, il faut bien qu'ils touchent une contrepartie suffisante. Et tant que la mine est là, ils veulent pouvoir effectivement avoir quelque chose venant directement de la mine. Je me suis entretenu avec des riverains à un moment donné. Et ils sont très, je dirais, ils font des analyses profondes. Ils disent que le fait que nous exploitons leurs terres, c'est une sorte de capital, si vous voulez, de l'actionnariat symbolique dans les sociétés minières. Donc, du coup, ils ont un droit de regard direct et ils ont des attentes à exprimer directement vis-à-vis des communautés minières. Et pour rappeler un dernier point qui montre que nous ne pouvons pas, d'une façon ou d'une autre, nous soustraire des actions que nous menons, en tout cas pour l'instant, c'est que nous avons mis en place, pour la plupart des sociétés minières, nous avons des cadres de concertation avec les communautés minières. Mais quand vous allez à ces cadres-là, qu'est-ce qui est exprimé? C'est des attentes. Mais si à une réunion, à 2 réunions, vous n'êtes pas à mesure de leur dire directement ce que vous faites et que vous les renvoyez au Fonds minier de développement local, ils ne s'intéressent plus à ce cadre de concertation et
la porte est ouverte en fait pour les difficultés. Donc, une réalité est là. Je pense que pour que ce fonds soit fonctionnel, et je pense qu'avec le temps, nous pouvons réviser le mécanisme donc, qui existe. Monsieur Boli l'a dit tout de suite, learning by doing, c'est tout à fait normal. On a mis en place un mécanisme, on l'applique, on apprend donc des insuffisances du mécanisme et puis on l'améliore avec le temps. Donc moi, je pense que la question de comment on peut faire en sorte que les communautés minières bénéficient réellement donc, des retombées de l'activité minière, surtout de l'efficacité donc, du Fonds minier de développement local, ça passe forcément par non seulement beaucoup plus d'échanges, d'interaction toujours avec toutes les parties prenantes, et c'est ainsi que nous allons arriver à faire évoluer les mécanismes que nous avons mis en place. Et pour terminer sur un dernier point, j'ai été très ravi d'entendre M. le maire de Gorom plutôt, dire que le Fonds minier de développement local est une taxe. Tout le débat s'était posé là. Est-ce une taxe ou pas? Parce que si c'est une taxe, les sociétés minières avaient la possibilité d'invoquer ce qu'on appelle la clause de stabilité fiscale, en tout cas pour la plupart d'entre elles qui ont obtenu leur convention minière avant l'entrée en vigueur du code de 2015, ils avaient cette possibilité-là d'invoquer ce code et de dire non, nous n'allons pas contribuer à ce fonds. Ça a été fait d'ailleurs au début. Mais justement, voilà pourquoi je dis, on ne peut pas dire que les mines se sont opposées parce qu'il a fallu qu'il y ait un dialogue pour qu'on éclaircisse en fait un certain nombre de points et maintenant que les mines se décident à aller vers la contribution du Fonds minier de développement local. Voilà. La question de savoir aussi si la RSE elle est différente du Fonds minier de développement local, c'est une question de perspective. Mais encore une fois, quand M. le maire de Gorom citait en fait les activités qui étaient menées, qui sont menées avec effectivement ce fonds, construction de CSPS, forage. Voilà, forage et tout ça, mais je vous assure que c'est ce que nous faisions. Est-ce que l'appellation RSE va changer par le simple fait que l'argent ne sortira plus par les mains, ne sera plus décaissé directement par les sociétés minières et que ça sera géré par un fonds? Non, puisque la destination des investissements demeure la même, on ne va pas dire que... Mais il y a un besoin d'harmonisation désormais des actions à mener sur le terrain, des actions de développement entre le fonds minier et la RSE désormais que vous... C'est tout à fait juste parce que, encore une fois, les mines, dans leur capacité, seront totalement limitées et ne pourront pas faire comme avant, de façon directe, je dirais. Certes, nous pourrons faire mieux avec le fonds, mais les attentes vis-à-vis des sociétés minières du genre, il faut qu'on continue la RSE. Nous continuons de faire la RSE et je ne pense pas qu'une mine refuse de faire la RSE. Ne serait-ce qu'entretenir en fait, le lien social, la cohésion sociale avec les riverains, c'est de la RSE. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire que les sociétés minières refusent. Okay. Oui, très rapidement, on est en fin d'émission. D'accord. Et ça sera votre dernier mot en même temps. Ah bon? Oui, on est presque en fin d'émission. OK. Donc, c'est aussi cela, ce qu'on l'a dit, hein, c'est aussi un besoin de communication, de connaissance des communautés et de la contribution. Oui, je voulais juste dire à docteur Palanfo que, en réalité, bon, puisqu'il est revenu encore pour dire que le comité ne fonctionne pas. C'est dommage. Le comité fonctionne, mais peut-être pas comme lui, il le souhaite chez lui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous communiquez justement? C'est tout l'enjeu. Celle-là, je voulais en venir. Parce qu'il faut dire qu'il est toujours bien de partager les bonnes expériences. Est-ce que vous voyez? La semaine dernière, ou bien c'était le mardi, on était en conférence à l'hôtel Silmandé où on a vraiment beaucoup échangé et on est revenu sur le problème de communication. Il y a un véritable problème de communication vis-à-vis des sociétés minières, des communautés et même de l'État. Raison pour laquelle on a eu cette première rencontre, en fait, qui était l'une des premières depuis la mise en œuvre du Fonds minier de développement local. Et ça a été bien parce que tout le monde était au même niveau d'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, il faut que, docteur, il faut que vous arriviez à améliorer la communication avec la commune. Parce qu'à notre niveau, par exemple, avec la société Ayamgoul, on est allé au-delà du comité local. Parce que le comité local, il est là, mais on a mis en place un comité local élargi avec la mine. Et ce comité local élargi se réunit régulièrement et chaque année pour ensemble pouvoir, parce que dans le comité local établi par les textes, les maires n'y sont pas.
Et on a trouvé que c'était une insuffisance, et raison pour laquelle on a créé un comité local élargi. Et dans ce comité local élargi, il y a le maire et il y a beaucoup plus de personnes ressources de la commune qui sont là, qui viennent, qui discutent avec la mine. Et il y a tous les représentants, parce que c'est le haut commissaire qui est le président du comité, il y a tous les représentants de l'État qui sont là, les services techniques qui nous accompagnent. Et nous n'avons pas de problème. Ensemble, on discute sur les projets qui vont être mis en place. Et puis maintenant, ce sont ces projets qui vont au niveau du comité local qui est mis en place par les textes et qui valide. Donc vous êtes en parfaite symbiose avec... Tout à fait. Donc pour moi, en fait, chaque société devrait en fait... avoir sa propre expérience. Voilà, partager les bonnes expériences pour que les choses puissent avancer. Et comme vous dites que c'est mon dernier mot, je voudrais vraiment remercier en tout cas le chef de l'État, il faut le dire, parce que je le disais en premier que c'était une volonté politique. N'eût été cette volonté politique, nous ne serons pas là aujourd'hui en train de bénéficier de ces fonds miniers de développement local. Et profiter aussi remercier la mine Ayam Gold qui nous accompagne vraiment pour, au-delà même des fonds miniers, qui nous accompagne pour la... C'est vrai que par moment, il y a des situations de relations conflictuelles. Chez vous, ça va très bien. Merci alors. Oui, M. Boli, pour terminer en termes de perspective, on a parlé des enjeux de la communication et de bien d'autres choses. Le plus important, c'est que ce fonds soit bien géré pour faire en sorte que même après la mine, effectivement, on continue de voir les retombées de ces fonds-là sur le terrain. Okay. Je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit par rapport aux investissements productifs, en dehors de ce que le maire a dit, des infrastructures marchandes, il faut avoir de l'audace et innover. Et Traoré a parlé de votre zone là-bas qui est une zone d'élevage. Moi, j'ai eu la chance de voir des expériences en Israël ou dans des zones aussi désertiques. On a fait un forage, genre forage Christine, on a utilisé des prairies et on a vraiment... faire des systèmes d'irrigation, c'est vraiment pour produire du fourrage et ça va amener nos parents à se stabiliser et puis faire de la production intensive. Et ça, c'est possible avec les centaines les milliards que vous avez. Donc, je crois qu'il faut de l'audace, il faut innover. Il y a des expériences, de bonnes pratiques ailleurs qu'on peut amener. Et ça, je vous dis que les retombées économiques sont inimaginables. Voilà, on a des grands espaces. Bon, je voudrais demander à docteur, on se verra plus tard pour en discuter, et pour ne pas faire une polémique, mais vous ne m'avez pas compris ce qui concerne le comité. Je dis souvent, il y a des doublons dans nos textes. Hein. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Au niveau de l'Assemblée, on reçoit des textes de loi, souvent de plusieurs ministères. On interpelle un ministre, on se rend compte que c'est même souvent en contradiction avec des textes déjà qui existent. On essaie de faire un toilettage. Je vais vous dire que le cadre de concertation, voilà son expérience là, me conforte qu'il y a des cadres qui existent dans le cadre de la lettre de politique de développement rural décentralisé qui vont vous amener à être beaucoup plus avec la collectivité pour un certain nombre d'actions. C'est ce que j'ai voulu dire. Et l'expérience de travailler également avec les communautés, c'est une très bonne chose. Mais j'ai dit également, il y a des bonnes pratiques. Moi, j'ai fait des études d'impact environnemental et social au Burkina ou dans certains pays où j'ai vu des expériences qui sont aussi très bien. Voilà. Donc, je pense que il faut travailler, accompagner les gens, c'est tous les communes qui ont beaucoup d'argent à innover. Et je pense que l'avenir sera... Surtout ça, voilà, l'innovation et dans la gestion des ressources. Voilà. On doit pas être dans le même schéma que quand on avait un budget de 400 millions ou 500 millions. Voilà. Oui, M. Traoré, pour terminer, entre aménagement, transfert de compétences, gestion efficace des ressources du Fonds minier de développement local, apparemment, il y a beaucoup de choses à réajuster. Oui, merci bien. Alors, je voudrais réagir d'abord par rapport à la répartition même de ce fonds minier entre les différentes collectivités. Comme on est ressorti que M. Amigo a parlé de 50% pour les communes minières et puis 50% pour les autres communes et régions. Et là, à ce niveau, je pense qu'il serait plus intéressant aussi de revoir la clé de répartition. En termes d'aménagement du territoire, on cherche le développement équilibré, harmonieux de l'ensemble du territoire. Alors, si les communes ont des ressources beaucoup plus élevées et qu'ils n'ont même pas d'espace pour investir, ça peut créer d'autres problèmes. Vous pouvez vous développer pendant que ton voisin est à côté. Lui, il manque d'eau pour boire. C'est qu'il va venir chez vous. Donc, si ces ressources-là sont un peu bien réparties, chaque population se sentira mieux dans sa localité et pour entreprendre des actions de développement. C'est pour dire que je voulais
partir de cela pour dire que le Fonds minier de développement pourrait en tout cas contribuer au développement local en prenant en compte certains outils de gestion du terroir, des territoires. Par exemple, en matière d'aménagement du territoire, il faut dire qu'il y a des instruments qui sont prévus pour les collectivités territoriales. Au niveau communal, il y a des schémas directeurs d'aménagement et de développement durable du territoire. Au niveau régional, c'est des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc, ce sont des instruments qui projettent le développement de la collectivité sur une longue période, 15, 20, 30 ans. Alors, si cette planification est faite, les PCD et les PRD qui sont là vont s'inspirer, en tout cas, s'insérer dans ces outils prospectifs-là pour élaborer leur programme de développement qui suscitera sur 5 ans. Si on prend le PCD, c'est une durée de 5 ans. Et c'est généralement lié au mandat du maire, de l'élu local. C'est la même chose au niveau du PRD. Donc, il faudra prendre en compte ces outils de planification spatiale pour définir le développement des collectivités territoriales dans la durée. Voilà. Merci, Monsieur Traoré. Monsieur Yamégo, justement, des choses à réajuster pour plus d'efficacité liées à ce fonds, des textes certainement à revoir, mais aussi un engagement plus accru, une collaboration plus accrue des acteurs pour réussir justement la mise en œuvre de ce fonds. Oui, c'est ce que je disais, puisque c'est le principe de la gestion directe par les collectivités de ce fonds. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est l'accompagnement, comme on l'a dit, tant technique, puisque les ressources suivront. Ça, il n'y a pas de problème, les ressources sont transférées. Mais il faut un accompagnement technique, tout ce qu'il faut, renforcement des capacités des différents acteurs qui doivent justement planifier, gérer ce fonds-là pour qu'au moins, dans 10-15 ans, qu'on puisse savoir que le fonds minier a servi à quelque chose. Il y a encore ce qu'on a dit, les organes de gouvernance. Vraiment, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, il faut revoir un peu la composition. Parce que les comités communaux de suivi, c'est pour des questions de transparence. Vraiment. Parce qu'au début, les partenaires miniers ont dit, nous, même si nous donnons l'argent, on connaît l'État, et qu'il n'y a plus rien. De toute façon, les communautés vont se retourner encore contre nous. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est alimenté, c'est transféré, mais au moins ce qu'on puisse nous dire, c'est qu'on a fait avec. Donc nous sommes en train de recenser le bilan de ces premières années-là pour pouvoir justement voir comment on peut orienter les choses. Bien sûr, en concertation, on ne va pas prendre des textes pour dire faites ça. Non, il y a déjà des textes qui existent en matière de développement local, c'est normal. Doivent s'insérer dans ces cadres politiques-là, des politiques de développement pour aller de l'avant. Maintenant, c'est que je voudrais dire, il faut que d'abord même, on fasse vraiment de la communication, quelque chose de jeu. Parce qu'il y a des collectivités où la population ne sait même pas que la collectivité reçoit le Fonds minier de développement local, encore moins, elle fait quoi avec. Donc ça, c'est un problème de communication. Je pense que le simple fait d'informer la population, d'informer le conseil municipal dans le cadre du fonds-là, voilà ce qui a été reçu par la collectivité. Déjà, ça fait un pas d'apaisement même entre les relations entre la société minière qui est installée et puis même la population. Parce que tous les jours, ils vont se lever. Mais si déjà ils ont l'information que l'État et les collectivités, la société ont mis quand même de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ils seront impliqués dans ce qu'on va faire avec, puisque normalement, ils doivent participer au choix justement des projets à travers le CVD qui est représenté, le Conseil villageois de développement, là, qui est représenté dans le comité de suivi, qui regarde le choix des projets, c'est tout. Il regarde juste le choix des projets, c'est tout. Bon, maintenant, pour revenir sur la clé de répartition, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est trop tôt de revenir sur ces instruments-là. C'est trop tôt. Parce qu'au début, l'origine du fonds minier, c'était pour les communes minières impactées directement. C'est parce que notre constitution dit que les ressources du sous-sol appartiennent à tout le Burkina qu'on a essayé de faire une péréquation pour tout le monde. Revoir la clé. C'est déjà bien pour l'instant. En attendant de faire évoluer. Pour le moment, évoluons, travaillons à vraiment bien investir et après maintenant, ces genres de choses-là peuvent être revues après. Mais actuellement, moi, à mon avis, c'est très tôt de revoir un peu les clés. D'accord. Merci, M. Yamégo. Pour terminer, docteur Palinfo, je suppose, comme il a dit, pour vous, société minière, c'est aussi qu'il y ait plus de transparence, plus de communication pour que les populations
sachent que vous contribuez déjà dans le cadre du fonds minier et que ça qui devrait servir à poser les actions de développement attendues par ces populations. Tout à fait. Alors, je voudrais rappeler que je suis ici invité à cette émission au nom de la Chambre des mines. Je représente les sociétés minières et tout ce qui se passe à Essakane, comme M. Bouli le dit. Vous êtes au courant de tout. Comment? Monsieur le maire donc, de Gorom voilà, le dit, comme monsieur le maire de Gorom le dit plutôt. Alors, c'est un autre actif, on s'en réjouit. Mais si quelque part le mécanisme mis en place n'est pas fonctionnel, je me dois également de le relever. Donc, quand je le relève, je ne fustige pas tout le monde, je ne dis pas qu'à Gorom ça ne se fait pas ou que le mécanisme ne marche pas à Essakane. Au contraire, c'est parce que ça ne marche pas ailleurs que nous avons pris l'initiative d'organiser l'atelier qui a eu lieu donc, en début de semaine. Donc, à ce niveau, je pense qu'il est bon de clarifier cela. Alors, pour ce qui est de mécanismes de communication, pour nous, il est très important qu'on puisse rendre quand même la population suffisamment informée de ce que la société minière apporte en termes de communication et comment le Fonds minier de développement local fonctionne, comment ça peut leur servir. Vous savez, on est dans un contexte où ce n'est même pas le problème seulement des communautés minières, mais c'est aussi le problème de l'ensemble de la population qui suspecte tout le monde de ne pas utiliser, enfin de voler d'abord les ressources de la nation et de ne pas utiliser ça à bon escient. Ça peut aider à changer le regard des populations vis-à-vis des sociétés minières. À force de communiquer, à force de marteler sur les objectifs que nous devons atteindre en termes donc de transparence, nous y arriverons. Ça prendra du temps, mais c'est un processus qui va aboutir. Voilà pourquoi il est important qu'on ait des cadres de dialogue, qu'on ait des échanges avec toutes les parties prenantes et j'ai bon espoir qu'à terme, effectivement, on pourra changer les perceptions à ce niveau. Très important, justement, que les populations sachent l'existence de ce fonds et qu'est-ce qu'on fait avec les ressources. Justement, ça permet de faire plus de transparence et d'aller vers les objectifs et de façon efficace. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Ça sera tout pour cette émission spéciale consacrée donc à la contribution des mines au développement local. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur BF1. Bonsoir chez vous.